traverse toutes les problématiques de politique publique, des dimensions économiques aux dimensions sociales, des questions intérieures aux questions diplomatiques et internationales. Vous conviendrez qu'il est extrêmement difficile dans ces conditions-là, d'un seul trait. Mais si je devais catégoriser ou prioriser, je vous dirais que la question du modèle économique qui est appliqué au Sénégal nous paraît être le cœur de l'ouvrage. Et l'autre question, c'est celle liée au financement. Parce que c'est les deux principales questions auxquelles il faut apporter des réponses si on veut après pouvoir répondre aux autres questions, notamment la redistribution et donc les problématiques sociales. Et nous avons considéré que pour le Sénégal, comme pour pratiquement tous les pays d'Afrique d'ailleurs, l'un des principaux problèmes, c'est que nous avons des modèles économiques inversés avec une économie d'abord largement dominée, pour ne pas dire exclusivement dominée par les intérêts étrangers, ce qui fait que quelle que soit la performance de l'économie, quels que soient les taux de croissance que nous réalisons, nous le faisons pour les autres. Ce n'est pas des croissances endogènes et les conséquences, c'est que derrière les résultats ne suivent pas en termes de résorption du chômage, donc de création d'emplois, mais ne suivent pas également en termes de réduction de la pauvreté. Ce n'est pas pour rien qu'on continue à nous classer parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète. On n'est pas pauvre par nos ressources naturelles, on n'est pas pauvre par nos ressources humaines, mais on est pauvre parce que notre économie est un modèle inversé qui enrichit plus des intérêts étrangers que le pays lui-même. La question donc du modèle économique sur cet aspect-là, mais sur l'autre aspect qui fait que nous n'avons pas suffisamment travaillé à asseoir les bases d'une économie solide sur la base d'une industrialisation. Nous avons une économie précocement tertiarisée, c'est-à-dire un schéma des économies post-industrielles, et ce type d'économie n'est pas adapté à nos pays, et c'est pourquoi ça ne génère pas suffisamment d'emplois et ça ne tire pas suffisamment la croissance. Donc la problématique du modèle économique, avec une proposition axée fondamentalement sur l'industrialisation par des PME et des PMI qui peuvent aller s'agréger progressivement pour créer quelques grands champions. Mais le modèle, nous nous inspirons beaucoup du modèle allemand et peut-être du modèle canadien où il y a très peu de grandes entreprises, mais il y a des PME et PMI bien développés qui tiennent l'économie et qui créent des emplois. Après, nous avons fait beaucoup de développement sur les filières qui doivent sous-tendre ce modèle-là, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme et les ressources naturelles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le maître mot, c'est la souveraineté, le combat pour la souveraineté. Nos pays ne sont pas souverains. Nous avons des indépendances de façade. Mais même si nous avons nos propres pouvoirs politiques, nous avons des semblants d'institutions, mais en réalité, nous ne sommes pas souverains pour prendre nous-mêmes nos décisions. Nous ne sommes pas souverains sur la gestion de nos ressources naturelles. Nous ne sommes pas souverains sur la définition de nos modèles. Et ce combat-là, il faut le gagner maintenant, 59 ans après l'indépendance, pour le Sénégal particulièrement. Il est important de gagner ce combat pour la souveraineté. Nous ne sommes même pas souverains sur notre propre monnaie, parce qu'on nous a imposé une monnaie de domination, une monnaie taillée sur mesure pour que l'investisseur français particulièrement n'ait pas à subir les risques de change, mais en réalité, nous n'avons même pas notre propre monnaie. Voilà les principaux combats qu'il faut rapidement engager et gagner. Et ça suppose de poser des actes forts. Par exemple, je parlais tout à l'heure des ressources naturelles. Nous avons comme proposition phare sur ces aspects-là dit que si nous étions élus président de la République, nous renégocierons tous les contrats miniers et pétroliers parce qu'il n'est pas admissible que ces contrats-là profitent largement aux multinationales et très peu au peuple sénégalais qui en a plus besoin aujourd'hui pour en tout cas impulser son développement économique et social. C'est les axes forts. Après, la question du financement aussi, il est important parce que vous aurez les meilleures idées du monde si vous ne réglez pas la question du financement par la capacité à mobiliser les ressources souveraines, notamment les ressources fiscales, et à tirer le meilleur de vos ressources naturelles, à vous doter d'une monnaie souveraine, à capter le potentiel de ressources qui peut
que peut receler une économie, notamment l'épargne, mais également l'investissement direct étranger, si vous n'êtes pas en mesure de régler ces questions-là, ça ne sert à rien. Et or, les pays africains sont justement faibles sur ces aspects-là. La capacité à mobiliser des ressources est très très faible et on essaie de compenser par un endettement chronique. Aujourd'hui, le Sénégal a plus de 60% de taux d'endettement rapporté au PIB et c'est un endettement malsain en plus pour faire quelques infrastructures tape à l'œil, des autoroutes à péage ou des trains, alors que la préoccupation des populations aujourd'hui, c'est manger à sa faim, c'est se soigner correctement, c'est avoir une école publique de qualité. Voilà des aspects importants de ce que nous avons écrit dans ce livre-là. Merci. Mais sur l'aspect peut-être un peu plus structurel, vous décriviez les problématiques beaucoup plus profondes au niveau économique. J'aimerais savoir quand, par exemple, il y a quelques mois, vous avez été un des seuls hommes politiques au Sénégal à avoir critiqué les APE, à juste titre, parce qu'ils étaient contre les intérêts de l'économie sénégalaise. Le problème, c'est que par rapport aux APE, l'Union européenne, quand elle négocie à 28, et le Sénégal est seul. Est-ce que vous, à votre niveau, dans votre programme, est-ce que vous avez, comment dire, dans une perspective peut-être d'unité régionale, est-ce que vous pensez créer en fait des formes, comment dire, d'entente, de coopération entre différents pays d'Afrique de l'Ouest pour peser dans l'agenda politique et économique du Sénégal? Oui, le Sénégal n'est pas seul, c'est justement ça notre chance. L'Union européenne négocie avec la zone CEDEAO, donc avec 16 pays. Parce que les APE sont négociés par zone. Et il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique australe et il y a, en ce qui nous concerne, l'Afrique de l'Ouest. C'est avec la CEDEAO que l'Union européenne a négocié. Si c'était le Sénégal seul, les APE seraient entrés en vigueur depuis longtemps parce que le président Macky Sall a signé et aurait soumis au vote de l'Assemblée nationale. Mais comme le principe c'est de négocier avec les ensembles sous-régionaux et qu'il faut que tous les États aient signé et ratifié. Et vous allez voir un pays comme le Nigeria, qui est quand même le poids lourd de la région économiquement, qui refuse catégoriquement de ratifier en disant que ce serait un frein à son programme d'industrialisation. Le Nigeria a lancé un ambitieux programme d'industrialisation et considère que si les APE sont ratifiés, ce serait dommageable à ce programme-là. C'est ça qui nous sauve d'ailleurs, parce que le Sénégal a signé, le Ghana et la Côte d'Ivoire qui estiment avoir quelque chose à exporter au niveau de l'Union européenne, notamment le cacao, ont été les premiers à mettre la pression pour dire qu'il faut non seulement signer, mais il faut ratifier rapidement. Ça avait amené une tension au sein de la CEDEAO, et tension qui avait amené l'Union européenne à signer 3 accords intérimaires. L'accord de préférence généralisée, les accords qu'on appelle préférence généralisée plus, et pour les pays les plus pauvres, c'est-à-dire la majorité, Sénégal, Niger, Mali, etc., il y avait l'accord qu'on appelle tout sauf les armes. Et c'est ce régime qui est en vigueur, plus ou moins. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que c'est une hérésie que le président Macky Sall ait signé. Parce que l'ancien président, le président Abdoulaye Wade, a eu à résister quand même pendant 8 ans, à refuser de signer. Mais le président Macky Sall, qui est le président le moins patriote de tous les présidents qu'on a eu à mon humble avis, s'est empressé, dès qu'il a été élu, d'aller signer cet accord-là. Et n'eût été justement ce verrou sous-régional, je crois que cet accord serait entré en vigueur parce qu'il a son Assemblée nationale, il a des députés qui lui sont acquis, et de soumis ce projet-là, et on aurait validé, ce qui aurait été une catastrophe pour le Sénégal, comme vous l'avez si bien dit. Les accords de partenariat, vous ne pouvez pas lancer une zone de libre-échange entre la première économie du monde, parce que l'Union européenne, dans son ensemble, c'est la première zone économique du monde, et vouloir la livrer, la confronter à la dernière zone économique du monde. Nous sommes parmi, si on n'est pas la dernière, on est l'une des dernières zones économiques du monde. Vous ne pouvez pas créer une zone de libre-échange. Vous voyez l'accord, le traité transatlantique, jusqu'à présent, l'Union européenne freine des 4 mai
en se disant que oui, sur le vin français, sur la viande allemande, etc., si on signe comme ça, les États-Unis vont nous trier. Alors on est dans deux zones très développées. Mais vous voyez, pour le traité entre l'ALENA, entre je crois le Canada et les États-Unis, ça a été de longues et difficiles discussions. Le Canada a toujours freiné les 4 fers en considérant que ça pouvait être dommageable pour tel ou tel de ces secteurs. Et nous, derniers du monde sur le plan économique et même sur le plan social, on s'empresse d'aller se livrer à l'Union européenne parce qu'on a garanti des contreparties hypothétiques. Donc ça, c'est inadmissible et je crois que c'est à la limite une trahison contre les peuples d'Afrique que de signer ce genre d'accord. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aussi, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons eu des régimes privilégiés, préférentiels pendant longtemps. Depuis Lomé I, qui date des années pratiquement 80 ou 70, jusqu'à la situation transitoire d'aujourd'hui, on a toujours eu des accords préférentiels. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Absolument rien. Nos dirigeants sont là en train de dormir, de brimer leur peuple au lieu de travailler et de développer leurs différentes filières. Vous prenez le cas de la CEDEAO, voilà une zone qui n'a produit aucune politique sectorielle sérieuse depuis 1974, l'année de ma naissance, jusqu'à présent. On a lancé la CEDEAO avant que l'Union européenne n'ait lancé l'Union européenne. Eux, ils ont fini de produire leur politique sectorielle. Et nous, on n'a aucune politique sectorielle, ni dans l'agriculture, ni dans les infrastructures, ni dans l'élevage, ni dans aucune zone de l'industrie. On n'a aucune politique sectorielle. On ne peut pas aussi continuer comme ça et demander à des accords préférentiels. Il faut que ces préférences qui nous sont accordées servent à quelque chose. Et donc, il faut qu'on revisite aussi notre propre responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous, à l'intérieur de cette région, au niveau de l'intégration économique au sein de la CEDEAO, est-ce que vous travaillez avec des partenaires avec lesquels le PASTEF travaille en fait ou collabore, d'autres partis politiques dans la région? Non, vous savez, à l'échelle de l'Afrique, c'est pas aussi développé qu'ailleurs. Il n'y a pas... Je ne sais pas, dans le Maghreb peut-être, dans le monde arabe de manière générale, il y a des collaborations entre les partis politiques. Je crois que le parti Baas est présent un peu partout, etc. Mais à l'échelle de l'Afrique, on n'a pas encore cette solidarité politique. Chaque parti, chaque pays avec ses partis, et ces partis évoluent dans ces pays, ça s'arrête à ça. Et ce que je dis est... Maintenant, ceux qui sont abonnés aux internationales, par exemple, ceux qui sont membres de l'international libéral, ou socialistes comme le Parti démocrate sénégalais ou le Parti socialiste, peut-être que quand ils vont dans les assemblées de ces internationales, ils rencontrent d'autres partis africains de même obédience, mais nous n'existons que depuis 4 ans. Nous avons refusé de nous inscrire dans des idéologies imposées. Notre idéologie fondamentalement, c'est le patriotisme et le panafricanisme. Et donc nous ne sommes pas dans des internationales. Nous agissons dans le cadre du Sénégal pour le moment et nous n'avons pas de contact très poussé avec d'autres formations politiques africaines. Donc vous êtes peut-être sur le point de créer une internationale panafricaine? Oui, sauf qu'apparemment elle existe, elle n'est pas très vigoureuse, très vivante, mais je connais des partis panafricains sénégalais qui me disent qu'il y a une internationale qui ne se réunit pas malheureusement. Je crois que le parti de professeur Cheikh Anta Diop, le RND, fait partie, parce que nous sommes ensemble dans une même coalition et je discute beaucoup avec le Dr Diallo Diop qui en est le leader, et souvent il me dit qu'avec des partis ghanéens, maliens, etc., il y a quelque chose qu'ils ont mis en place depuis très longtemps, mais malheureusement qui ne se réunit pas régulièrement. Parfait. En guise de dernière question, vous terminez votre tournée au Canada ici. Vous avez rencontré la communauté sénégalaise. Quelles ont été les principales réactions en fait à vos présentations ou les principales demandes qui ont été faites par la communauté sénégalaise vivant au Canada? Oui, vous savez, la communauté sénégalaise qui vit au Canada est très bien intégrée, acceptée.
et s'épanouit bien, je crois, dans ce pays, peut-être que mieux que toute autre immigration. N'empêche, elle a ses préoccupations parce que les gens ne sont pas émigrés par plaisir c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, mais c'est des gens qui sont restés très collés, très attachés au pays et qui réfléchissent beaucoup aux modalités de leur retour au pays. Et leurs préoccupations tournent globalement autour de ça, du cadre qu'il faut mettre en place, de leur apport au pays quand ils sont là, mais du cadre qu'il faut mettre en place pour pouvoir leur permettre de revenir, de s'insérer dans des activités professionnelles, publiques ou privées, ou d'entreprendre, d'auto-entreprendre. Et donc c'est des questions qui sont récurrentes, qui reviennent beaucoup. Mais nous sommes très à l'aise au Canada. Vous savez que lors des dernières élections législatives 2017, nous sommes arrivés largement en tête ici. La diaspora sénégalaise au Canada nous est très largement acquise. Et vous avez vu vous-même, malheureusement, j'ai pas pu être présent il y a 3 jours. J'ai raté mon vol en provenance de New York, mais il y avait 2 fois plus de monde que cela. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait d'autres formations politiques qui puissent l'avoir spontanément, que les Sénégalais se déplacent, viennent assister. Et je crois qu'on a en tout cas beaucoup de satisfaction sur nos compatriotes du Canada et surtout leur adhésion au projet que nous essayons de présenter aux Sénégalais. C'est un projet jeune, porté par des jeunes d'ailleurs, mais aussi très jeunes parce que 4 ans à l'échelle d'un parti politique, et surtout pour des gens qui n'avaient jamais fait la politique auparavant. Et c'est un projet qui avance très rapidement, qui est en train d'imprimer ses marques au Sénégal, de donner une autre dimension à la pratique politique et surtout qui enregistre une adhésion de plus en plus massive des Sénégalais. Et les Sénégalais de la diaspora sont les plus dynamiques, je crois, et ceux du Canada particulièrement. Donc nous sommes très satisfaits de cette tournée, d'abord aux États-Unis et ici au Canada ensuite. Je me présente, moi c'est Ansou Kinti. Aujourd'hui vous faites une tournée au niveau de la diaspora. Là vous étiez aux États-Unis et maintenant vous êtes au Canada. On voit que vous traînez beaucoup de foule derrière vous. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait? C'est encourageant. Je pense que quand on est acteur politique et qu'on développe un projet, un discours, le souhait c'est que les compatriotes pour lesquels on a développé ce projet, ce discours y adhèrent. Et donc, mais quand il y a cette adhésion là, pour nous il n'y a pas de quoi exulter, c'est plus une motivation supplémentaire que nous n'avons pas le droit de trahir ou de décevoir cet espoir qui avait été complètement anéanti par les échecs successifs. Et donc cela doit se transcrire dans notre action de tous les jours par un peu plus d'efforts, à persévérer et à travailler à la réussite de ce projet. Ok. Au niveau, parce que là, on voit que la diaspora se mobilise beaucoup pour vous. Est-ce que vous avez un programme pour la diaspora, en fait, votre vision de la diaspora? Quelle est votre vision de la diaspora aujourd'hui? Oui, la diaspora, je crois que dans l'ouvrage que nous avons présenté au Sénégal, nous avons beaucoup parlé de la diaspora. Avant même que j'ai à faire ces visites, ces tournées, nous considérons que la diaspora à elle seule peut construire l'Afrique, peut construire le Sénégal. Il y a un potentiel inimaginable ici. Dans des domaines où le Sénégal ou l'Afrique n'a pas du tout de créneaux parce que nous sommes très sous-développés, mais comme dans des domaines aussi qui existent bien chez nous, mais où on a accusé un retard extraordinaire, un retard technologique, un retard technique, un retard en termes de qualité des ressources humaines. Et nous avons des compatriotes qui vivent dans tous les pays développés et qui souvent sont même des responsables de premier plan là où ils exercent. Et je pense que l'Afrique et le Sénégal particulièrement devra beaucoup compter sur cette diaspora-là, au-delà des questions de transfert d'argent, parce qu'on ne parle de la diaspora qu'en termes de transfert. Très austère actuellement, on fait des kilomètres quelquefois pour venir
nous serrer la main et participer, donner un contenu à cette visite-là. Nous remercions également les autorités canadiennes, puisque nous avons pu rencontrer pas mal d'autorités politiques canadiennes, des députés fédéraux comme provinciaux. Nous avons pu aussi faire quelques visites techniques sur des aspects qui nous intéressent, notamment le traitement des déchets, etc. Il y avait d'autres visites qui étaient prévues et qui n'ont pas pu se tenir. Ça a été une visite instructive à tout point de vue et nous remercions vraiment les organisateurs de cette belle réussite. Merci beaucoup. Merci à vous.